Il y a des jeux qui te demandent de courir. Il y a des jeux qui te demandent de tirer. Et puis, il y a des jeux qui te demandent quelque chose de beaucoup plus difficile. Prendre le temps. Aujourd'hui, on va parler de mémoire, de récits de vie et d'histoires familiales à travers le jeu What Remains of Edith Finch. Générique. À se goinfrer des Meuporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo. Je suis accompagné de Swan, ma camarade artificielle. Vous rappelez-vous notre épisode de décembre dernier, où nous nous rendions dans une forêt reculée du Wyoming, aux États-Unis, pour Firewatch ? Aujourd'hui, on passe des forêts du Midwest aux portes de l'océan Pacifique, et on se rend 2000 km plus à l'ouest, direction l'État de Washington, plus précisément sur l'île Orcas, isolée à 150 km au nord de Seattle. Pas sûr que ça vende du rêve aux auditeurs et auditrices, ma star. Eh bien, détrompe-toi. Enfin, tout dépend ce qu'on entend par rêve. Disons qu'ici, on est un peu hors du temps. C'est une parenthèse onirique dans la maison familiale des Finch, une famille qui semble frappée par une malédiction. Développé par Giant Sparrow, What Remains of Edith Finch nous place dans la peau d'Edith, dernière descendante d'une famille frappée par une série de morts tragiques, d'où l'idée de malédiction. En français, le titre signifie « Ce qu'il reste d'Edith Finch ». Et vous allez vite comprendre pourquoi. En incarnant ce personnage d'Edith, on revient dans la maison familiale, abandonnée, immense, bricolée au fil des générations. Les pièces s'ajoutent, se recoupent, se superposent, les histoires se rejoignent, la famille s'agrandit et se construit autour d'une idée toute particulière de la mort. Et cette maison immense, perdue, isolée, délabrée, ce n'est pas juste un décor, c'est une mémoire matérialisée dans le bois, des souvenirs gravés dans l'architecture, un mythe familial fait de portes verrouillées et d'escaliers impossibles. Chaque pièce est fermée, figée, sanctuarisée, comme si le temps s'était arrêté au moment du décès de chaque membre de la famille des Finch. Cringe. Non, pas cringe, Swan. C'est poétique, touchant, immersif, engageant, et finalement très beau, et empreint d'une nostalgie qui nous submerge. Mais personne n'a fait son deuil, en fait ? Voilà, ce sera l'idée. Face aux nombreux décès, souvent tragiques, survenus très tôt dans la vie des Finch, on s'engage dans une histoire prenante. Au moment du prologue, Edith, la dernière survivante de la famille qui avait fui la maison avec sa mère, arrive en ferry, avec un journal intime à la main. Elle souhaite documenter pour son enfant à naître l'histoire de sa famille, et là, on entre en plein dans le cœur du jeu. What Remains of Edith Finch, ce n'est pas un jeu où tu gagnes, c'est un jeu où tu écoutes, un jeu où tu rassembles des morceaux de vie, un jeu où tu comprends que parfois, ce qui fait le plus mal, c'est ce qui a été aimé. Donc là, on est sur un jeu où tout le monde est mort et je dois fouiller une maison chelou, c'est ça ? Non mais vraiment, Swan, t'as le chic pour rendre nulle une histoire fascinante et venir casser mon atmosphère. Donc je vais le dire un petit peu mieux que toi, on est sur un jeu qui parle de famille, de deuil, de mémoire et de la manière dont les humains transforment la perte en récit pour continuer à vivre. Ok, pardon. Allez, raconte-nous ce que l'on fait dans le jeu. J'arrête de dire de la merde. Merci, je compte sur toi. Le gameplay est minimaliste, on est dans une exploration à la première personne. On découvre des documents qu'on va lire comme des lettres et des journaux. On ramasse des objets au sein des pièces dans lesquelles on parvient à entrer et on déclenche des séquences jouables propres à chaque personnage. Et là, chaque mort a son gameplay unique. Et ça pour moi c'est un coup de génie de la part des développeurs.
Le jeu ne raconte pas les morts, il nous fait vivre la subjectivité de ceux qui meurent. On vit vraiment le moment de la mort par les yeux de la personne qui est en train de la vivre. Ce n'est pas un peu angoissant? Angoissant, certes, mais encore une fois très touchant. Donc on ne joue pas Edith. On joue les souvenirs d'Edith? Non, pas ses souvenirs à elle, mais les moments, si tu veux, vécus par chacun des membres de sa famille. Quelque part, on joue aussi les récits que cette famille Finch a construits autour de ses morts. Mais du coup, j'ai une question. Je me permets. Vas-y. Pourquoi ils meurent tous? C'est quoi cette histoire de malédiction? Eh bien, c'est la question qui vient à l'esprit de tout joueur et de toute joueuse, mais ce n'est pas la bonne. La vraie question, c'est comment est-ce qu'une famille survit quand la mort devient répétitive? Elle raconte. Exactement. Elle transforme l'accident en destin, le hasard en malédiction, la perte en mythe et légende. Et quand la réalité est trop violente, le récit devient finalement un mécanisme de protection. Donc la malédiction, c'est peut-être juste une stratégie psychique? C'est comme ça qu'on peut l'expliquer, un genre de mécanisme de défense, un moyen de rationaliser, d'intellectualiser. On met les mots qu'on veut, mais globalement c'est ça. L'histoire familiale devient une protection face aux malheurs vécus, et c'est là que le jeu, je trouve, devient incroyablement fin. Le jeu montre un deuil figé dans les chambres, transmis entre générations, parfois même esthétisé. La famille ne parvient pas à tourner la page, alors elle empile les chapitres. Et en revenant dans la maison, Edith fait quelque chose de très fort puisqu'elle réorganise le récit familial. Et c'est presque un travail thérapeutique. Ça m'intrigue de ouf. T'aurais un exemple concret de récit dans le jeu? Ouais, et la plupart des gens qui ont joué ont le même exemple en tête. J'ai l'impression qu'on ne peut pas parler de ce jeu sans parler de Lewis. Lewis, c'est la monotonie, la dépression, la dissociation, l'évasion mentale. Son gameplay te fait effectuer une tâche répétitive, à savoir découper des poissons en les plaçant sous un hachoir tranchant, pendant qu'un monde imaginaire prend de plus en plus de place et la fin sera bien sûr dramatique. Je ne résiste d'ailleurs pas à l'idée de vous lire la lettre qu'a envoyée son psychiatre, le docteur Emily Nutt, à la mère de Lewis. Un peu long, mais vous allez voir. Allez, je vous la lis. Chère Madame Finch, en tant que psychiatre de Lewis, je peux comprendre votre désir d'explication. De mon point de vue, le problème a commencé en janvier, peu de temps après que nous ayons convaincu votre fils de demander un traitement pour sa toxicomanie. Nouvellement sobre, je crois que Lewis a d'abord remarqué la monotonie de sa vie quotidienne. Il a continué à travailler à la conserverie, mais il a abandonné une partie de lui-même. Lors de nos sessions, j'ai vu le même comportement. Son esprit a commencé à vagabonder. Je lui ai demandé de le décrire. Il a dit qu'il avait commencé petit, imaginant un labyrinthe. Il s'y sentirait à son aise. Puis quelque chose a bougé. Des chauves-souris, des crapauds, des choses qui n'ont pas de nom. Il savait que tout était dans sa tête, mais il l'a pris très au sérieux. J'espérais qu'il se retrouverait, mais il a trouvé quelque chose de plus. Je m'inquiétais alors pour lui, toujours rêvassant à la conserverie. J'ai parlé à son patron, mais il a dit que Lewis était devenu un employé modèle, méthodique, infatigable, concentré, comme un tout nouveau Lewis. Alors je l'ai laissé partir. Je l'ai même encouragé, et cela semblait très prometteur au début. Il m'a dit qu'il s'était fait un nouvel ami à la périphérie d'une ville qu'il a nommée Lewistopia. Il a construit la ville lentement, brique par brique. Puis il a fait des musiciens et des chansons pour qu'ils jouent. Il parlait de créer un groupe, il fredonnait toujours quelque chose. Chaque jour, son imagination devenait plus forte. Il ne parlait plus à la conserverie, mais son coup de hachoir était plus fiable que jamais. Puis un jour, il a réalisé que toutes les foules qu'il acclamait, toutes les pierres sous ses pieds, étaient dans son imagination, afin qu'il puisse faire tout ce qu'il voulait. Il a préparé une élection pour devenir maire, il a gagné. Ils l'ont supplié de rester, mais son esprit vagabondait déjà. C'est devenu un jeu pour lui. Il se lançait à la conquête d'une ville, puis passait immédiatement à la suivante. Il a commencé à s'éloigner de notre réalité, jusqu'au jour où il a oublié de rentrer de la conserverie. Même si sa mère le suppliait, une partie de Lewis a continué à dériver. À Lewisburg, il a entendu des rumeurs sur une belle reine. La reine menait sa propre quête
vers des arcs-en-ciel radieux. Il a suivi le son de sa harpe d'argent. Sa poursuite l'a conduit à un palais doré, à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Même alors, sa logique est restée intacte. Il savait que ce monde était dans son imagination, mais il était si fier de l'avoir créé. À ses propres yeux, il était devenu quelque chose de plus grand qu'un roi. Pour quelqu'un qui n'avait jamais connu le succès dans le monde réel, je pense que c'était écrasant, irrésistible. Et puis une pensée l'a frappé. Le vrai Lewis n'était pas celui qui coupait du saumon, mais celui qui grimpait les marches d'un palais doré. « Mon imagination est aussi réelle que mon corps », m'a-t-il dit, et c'était difficile de débattre de cela avec lui. Il a commencé à oublier le monde que nous connaissons. Je pense que cela lui a fait mal de se souvenir de Lewis, l'ouvrier de la conserverie. Il a commencé à regarder cet homme avec le mépris hautain d'un roi. Je pensais toujours pouvoir le sauver, même après qu'il ait dit qu'il était couronné roi de toutes les terres de Wander. Le palais serait rempli de ses compagnons, parmi lesquels le sage chat tigré qui avait tenu à le conseiller. Sa reine l'attendait, tenant sa couronne entre ses mains. Il ne restait plus qu'une seule chose à faire, incliner la tête. Et pour le reste, je pense que vous connaissez la suite. Madame Finch, votre fils était un homme bon, qui manquera à tous ceux qui le connaissaient. Mes plus sincères condoléances, Dr. Emily Nutt. Waouh! C'est aussi ce que je me suis dit pendant le jeu à ce moment-là. Comme on incarne le personnage, que l'on effectue son travail et que l'on vit sa descente aux enfers jusqu'à ce qu'il mette fin à ses jours comme c'est fortement suggéré avec le hachoir à la conserverie, c'est d'autant plus prenant. Je ne sais pas bien comment rebondir. Pas de souci. On prend le temps, on imagine, on explore, on contemple, on assimile. What Remains of Edith Finch parle de l'enfance face à la mort, vécue avec naïveté et incompréhension. Il parle de la parentalité, entre surprotection et culpabilité écrasante. Il parle du destin, du besoin humain de donner un sens à l'absurde. Il parle enfin de transmission intergénérationnelle, de récits, de peurs, de croyances et d'attentes. Si vous ne connaissiez pas What Remains of Edith Finch, le jeu est disponible sur de nombreuses plateformes et consoles. Véritable œuvre d'art, paru en 2017, édité par Annapurna Interactive, le même studio qui a édité Florence, dont on a parlé le mois dernier. Le jeu a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et pour des thématiques touchantes, vous savez que la ludothèque est grande. Spiritfarer ou Firewatch, dont on a déjà parlé, mais aussi Gone Home, ou encore Dear Esther. Dans tous les cas, on ralentit le rythme et on se pose. Pour une bouffée d'oxygène. Pour un espace hors du temps. What Remains of Edith Finch ne parle pas seulement de mort, il parle de ce qui reste après. Les histoires familiales, les souvenirs, les récits que l'on transmet pour ne pas disparaître complètement dans les abîmes qui séparent les générations. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre épisode suivant. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, appréciez les petits moments, contemplez l'histoire qui vous précède et prenez conscience du temps qui passe. Admirez les souvenirs du passé et comprenez que le futur adviendra quoi qu'il arrive, même lorsque vous n'en ferez plus partie. Certains trouveront cette idée particulièrement terrifiante. Je trouve personnellement qu'en prendre conscience, c'est ce qui nous donne une place au sein de notre famille, si ce n'est dans l'humanité tout entière. À la prochaine les amis.
c'est tellement beau.